Non content d'avoir signé des centaines de publications dans les plus grandes revues scientifiques, Didier Raoult propose toutes les semaines aux lecteurs du Point une rubrique sur la santé qui déborde d'ailleurs souvent sur les questions de société. Il vient de regrouper ses chroniques dans un ouvrage, Mieux vaut guérir que prédire, qui sort chez Michel Lafon. L'occasion donc de discuter avec ce libre penseur sur des sujets autour des épidémies, de l'hôpital public, de la recherche scientifique et des grandes peurs sanitaires. Aujourd'hui, Didier Raoult, la demande en soins augmente, évidemment, et le nombre de médecins baisse. Comment on explique ça d'abord aujourd'hui, parce que vous l'expliquez bien, ce phénomène. On bloque les chiffres, en fait, d'entrée des étudiants ? C'est une énorme erreur qui commence à Simone Veil. Je peux vous dire, il y a 2 ou 3 domaines dans lesquels j'ai eu un sentiment d'échec extrêmement violent. Celui-là en est un, c'est-à-dire je me suis vraiment battu pour réouvrir le numerus clausus quand j'avais des responsabilités universitaires. On est tombé face à une administration absolument aveugle et sourde qui n'écoutait pas. Le moment le plus bas de tous, bon, moi je vraiment commençais à me battre, il y avait plus que 3000 étudiants. Alors j'étais sensibilisé parce que mes enfants ont fait des études de médecine, alors je n'étais pas content qu'il y ait que 3000 postes en France, en tout et pour tout, alors que l'année qui était avant la mienne, en études en médecine à Marseille, il y en avait eu 1000 qui étaient passés en deuxième année, et donc là on était à 3000 sur la France. Et dans le même temps, donc, quand moi j'étais président d'université, on avait donné une autorisation d'exercer à 8700 étrangers non européens pour combler les déficits, et pendant ce temps, on empêchait des gosses dont c'était le rêve de devenir des médecins et qui avaient 14,5 ou 15 sur 20 de devenir médecins. Ouais. C'est une histoire de fou. C'est montrer comment la centralisation peut arriver à un délire absolu. Et donc il faut arrêter ça, il faut ramener ça au niveau des facultés, et il faut laisser nos gosses qui ont envie de faire de la médecine faire de la médecine. Ça va de soi. Mais c'est incompréhensible, parce qu'on voit que les délais pour prendre des rendez-vous s'agrandissent évidemment. C'est très compliqué d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes, et on bloque au départ les étudiants. C'est vrai. Ça a été un des domaines dans lequel j'ai le regret d'avoir été absolument incapable d'influer sur l'évolution, en dépit, mais je vous assure que j'ai eu une mobilisation de tous les instants. J'ai vu les ministres, j'ai vu les gens. Personne n'écoutait. Voilà, c'est comme ça. Personne n'écoutait. Il y a un système, je sais pas, il y a des gens qui expriment leur pouvoir par leur capacité à empêcher, si vous voulez, à imaginer. Là aussi, vous vous demandez pourquoi je déteste qu'on prédise. Il y avait des imbéciles, le ministère, qui avaient prédit qu'on aurait besoin de ça, mais ils n'avaient pas tenu compte de choses majeures, qui sont l'augmentation du besoin en soins du fait du vieillissement, la féminisation. Les femmes médecins travaillaient en moyenne 30% de moins que les gens. Quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu non plus, c'est que les médecins de maintenant, ils veulent pas travailler comme nous. Nous, on travaillait 70 heures par semaine et on disait rien. Maintenant, les médecins, ils veulent travailler 45 heures, comme les autres. Et donc, il y a un vrai changement qui n'a pas été prédit, et que donc on prédit pas dans les cabinets ministériels, et donc il faut laisser un peu les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, plutôt que de les contrôler. Mais il y avait un énarque, probablement, qui avait décidé que chaque médecin prescrivait tant d'examens, et que donc, si on diminuait les médecins, on diminuerait le coût de la sécurité sociale. C'est un délire administratif.